Bon, j'ai souhaité organiser cette session fin août, juste à la période de rentrée, une rentrée qui sera à nouveau particulière, puisqu'on est sous la menace de nouveaux variants de la Covid, hein. Je veux vous le confirmer, nous continuerons de fournir pour cette rentrée des masques et des protections à nos agents, aux collégiens, mais aussi pour répondre aux collèges principaux qui auraient des besoins particuliers en matière de protection. On a d'ailleurs commandé 500 000 nouveaux masques pour assurer la rentrée. On en a 50 000 qui sont fabriqués en Côte d'Or et qui vont être mis à disposition des masques tissus lavables 50 fois, qui vont être mis à disposition des collégiens d'ici fin septembre. D'ici là, on les fournira en masques jetables pour ceux qui ont des besoins particuliers. Naturellement, on a veillé, et ça c'est le protocole, je remercie nos services, le protocole que nous avons à suivre pour le nettoyage, les aérations, les désinfections de locaux, tout cela continuera d'être assuré. Je veux vous rendre attentif sur le fait que c'est une charge de travail importante pour nos agents et que je veux remercier parce qu'ils ont été très, très sollicités pour préparer cette rentrée, assurer les conditions optimales face à cette pandémie, même si les indicateurs sont plutôt bons en Côte d'Or. Vous savez, il y a eu tout un débat sur les capteurs de CO2. Euh, bon, dont on en a beaucoup parlé ces derniers jours, surtout après l'intervention du ministre Blanquer au niveau du JDD du 22 août. Il parlait de recommandations pour l'équipement en capteur de CO2. En fait, le capteur CO2, vous savez, c'est simplement un indicateur qui permet de dire attention, il faut ouvrir les fenêtres. Bon, bon, enfin, on a eu une rencontre avec le ministère de l'Éducation nationale et les associations d'élus, dont l'ADF, l'Assemblée des départements de France. Tout ça a permis de préciser les propos de Jean-Michel Blanquer. Chacun a convenu qu'il n'était pas pertinent de mettre des capteurs dans toutes les classes, parce que ça représenterait d'ailleurs un coût élevé et non justifié, un coût de l'ordre de 500 000 euros pour le département de la Côte d'Or. Donc il n'y aura pas d'obligation, le ministère nous l'a confirmé. En revanche, pour ce qui nous concerne, j'ai demandé au service d'équiper les cantines de ces capteurs, parce que là, il y a du mouvement, qui est répété pour les services. Et puis les salles qui le nécessiteraient à la demande des principaux de collège. Donc on le fera à la demande, mais en tout cas, je souhaite que dans les cantines, d'ailleurs d'autres départements l'ont fait, d'équiper de capteurs les cantines de nos collèges. Pour vous dire simple, un capteur CO2, c'est un coût qui peut varier de 80 euros à 200 euros en moyenne selon l'aspect technique. Voilà en gros comment les choses se présentent. Euh, S'agissant de la stratégie de vaccination, elle ne relève pas de notre responsabilité, vous le savez, ce sont les autorités sanitaires. J'indique, et je le redis ici devant vous tous, que le département se tiendra prêt pour accompagner les initiatives visant à favoriser la vaccination des 12-18 ans, comme nous l'avons fait d'ailleurs ces derniers mois pour la mise en œuvre du plan vaccinal décidé par le préfet. J'ai pris connaissance, comme vous, samedi ou vendredi ou samedi, des premières décisions annoncées par la directrice de l'Éducation nationale, dont acte. J'ai vu que ça commençait par Montbard, notamment. Que ça allait se poursuivre. Bon, je souhaite que, évidemment, on avance sur ce chapitre. D'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous, François-Xavier Dugout, Emmanuel Coin ou Christophe Avena, nous l'avons exprimé à cette tribune ou dans cette enceinte, je souhaite qu'on avance sur le taux de vaccination. Je me réjouis d'ailleurs que le département de la Côte d'Or soit l'un des départements avec le taux de vaccination l'un des plus élevés. Bon, c'est une bonne nouvelle. 65,3% de la population a reçu une seconde dose. Il y en a 72,2% de la population qui a reçu une première dose. Donc voilà, j'entends ceux qui ont des réticences, mais en même temps, force est de constater que là où il n'y a pas eu de vaccination, ben, la maladie a flambé, et là où il y a vaccination, la maladie flambe moins. Bon, il y a un constat quand même, si vous me permettez le mot, c'est un constat clinique que tout le monde peut faire raisonnablement. Hein. Bon, pour cette rentrée, au total, nous allons accueillir cette année 23 902 collégiens, 23 902 dans les 54 collèges publics de Côte d'Or et collèges privés, 19 762 dans les 47 collèges publics, 19 762, et 4 140 pour les 7 collèges privés.
C'est une augmentation de près de 200 élèves, donc c'est un signe d'attractivité pour le département. Pour la cantine dont je parlais en équipement, le prix du repas restera à 2 €. C'est une mesure que nous avons décidée, une mesure de solidarité à l'égard de chaque famille et à l'égard de chaque collégien, une mesure de soutien au pouvoir d'achat, car cela représente près de 300 € de coûts en moins pour un jeune à la cantine et pour sa famille. Donc c'est pas anecdotique, hein. 2 enfants, 600 € par an. Donc on continuera et je l'ai indiqué. D'ailleurs, je vous demande de me signaler s'il y a des difficultés particulières. Aucun élève ne doit se retrouver dans la situation où il sera à la porte de la cantine au motif que ses parents ne seraient pas en mesure de régler la cantine. Donc les choses sont extrêmement claires. Je demanderai d'ailleurs aux principaux et gestionnaires d'être extrêmement vigilants et de nous signaler toutes les difficultés afin qu'on puisse mettre en œuvre soit les dispositifs d'État, soit les nôtres de solidarité. Pour ce qui est des mesures de mise en place du repas végétarien hebdomadaire, vous savez que c'était dans le prolongement de la loi Egalim et Climat et Résilience. Évidemment, nous l'appliquerons, je respecterai la loi, mais je souhaite en même temps qu'il y ait un choix alternatif au repas végétarien. C'est la liberté du choix, dans le respect évidemment de l'équilibre alimentaire. Concernant la situation économique et sociale, devant laquelle nous sommes placés à cette rentrée, je vous propose l'examen ce matin de 2 rapports en urgence, et je vous demanderai de les inscrire, pour faire le point des mesures de solidarité humaine et territoriale que nous avons mises en place dans le département. Je les fais chaque fois en urgence. Pourquoi? C'est tout simplement pour qu'on ait les derniers chiffres, la structure même des rapports, mesdames et messieurs les présidents de groupe et les conseillers départementaux, la structure même des rapports reste la même, donc il n'y a pas de surprise. C'est simplement les derniers chiffres que je souhaite actualiser. Bon, la situation sociale, elle reste tendue dans le département et la précarité, je le dis simplement, continue de frapper, notamment chez les jeunes et les familles monoparentales. Comme vous le savez, le dispositif exceptionnel de soutien de solidarité humaine a été prolongé en 2021 jusqu'à la fin de l'année. Quelques chiffres. Depuis le début de l'année jusqu'au 23 août, on a apporté 2743 aides individuelles exceptionnelles qui ont été donc accordées pour un montant total de 1 100 000 €. Pour mémoire, depuis 2020, ça fait près de 4 000 aides qui ont été apportées. 4 000 personnes qui ont été soutenues pour 1,6 million d'euros. Pour le soutien en direction des travailleurs non salariés, vous savez que ceux qui avaient des difficultés, qui n'étaient pas salariés, on a souhaité leur apporter une aide particulière. 467 aides ont été accordées depuis janvier 2021. Ça représente un montant de près de 700 000 €. Et au total, on en a accordé 7 000, pratiquement un peu plus de 7 000, près de 7 300, pour un montant cumulé en 2020 et 2021 de 3,8 millions d'euros. 3,8 millions d'euros. Pour l'aide en matière de logement, 152 personnes en ont bénéficié depuis le 1er janvier, pour un montant de 85 000 €. Plus généralement, au titre de Fonds Solidarité Logement, on a eu 805 situations à examiner et une aide de pratiquement 400 000 €. Nous sommes restés évidemment, je crois, avec d'autres collectivités extrêmement vigilants cet été sur la situation des jeunes, des étudiants notamment, car la précarité est là, bien présente, je le disais. On note toutefois quelques éléments positifs, comme notamment la baisse du nombre de bénéficiaires du RSA, puisque je voulais vous indiquer, on retrouve pratiquement bénéficiaires du RSA le niveau que nous avions avant la crise, c'est-à-dire qu'on est revenu pratiquement à, monsieur le directeur général et madame la directrice générale adjointe à 10 500, enfin pour être très précis, 10 552. Donc il y a une baisse, donc on est revenu au niveau qui était celui d'avant la crise. Donc et là aussi, je tiens à remercier vraiment tous nos agents, je vous le dis, monsieur le directeur général des services, qui sont restés particulièrement mobilisés pendant toute cette période et qui ont su assurer les solidarités humaines avec beaucoup d'engagement et un professionnalisme exceptionnel. Je pense profondément que notre présence territoriale, à la ville comme à la campagne, la bonne connaissance des publics en fragilité par nos services sont un atout et ont été un atout pour faire face et pour continuer de faire face à cette crise sans précédent qui n'est pas terminée. Ce plan de soutien et de solidarité témoigne de l'importance de l'action du département.
Vous savez qu'on a notamment soutenu aussi les associations du champ social qui avaient des difficultés, notamment pour leur activité. On a soutenu le monde associatif d'une manière très générale, d'une manière vigoureuse, le monde de la culture, le monde du sport, on y reviendra. Et ne serait-ce que pour les aides départementales aux associations, c'est près de 300 000 euros qui ont été attribués en 2021 à 80 associations, malgré l'annulation de leurs événements. Donc, pour rappel, je veux simplement vous le dire pour que vous le souligniez chacun dans vos cantons. Pour rappel, en 2020, nous avons aidé 344 associations, tous secteurs confondus, pour des subventions exceptionnelles liées à la perte d'activité ou l'absence d'activité, et ça représentait 2,1 millions d'euros. Donc, gardez-le à l'esprit, 344 associations aidées de manière exceptionnelle, plus de 2 millions d'euros qui leur ont été attribués. Et ça a été très apprécié. Je dois vous dire très franchement, on n'a jamais reçu autant de courriers ou de mails de remerciements que pendant cette période où ils ont bien vu qu'on avait été à leur côté. Bon, je le répète, toutes les mesures seront poursuivies jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, on verra, en fonction de la situation pandémique et de l'activité, ce que nous devons poursuivre. Le deuxième levier de notre action, c'est l'aide de l'activité territoriale, l'action territoriale. On a souhaité soutenir aussi l'activité et l'emploi par l'investissement public. Vous savez qu'on a ouvert beaucoup plus largement les aides aux communes. Ça a permis de renforcer, d'accélérer la commande publique, puisque j'ai fait les comptes, on a à peu près 100 millions d'euros d'investissements qui ont été réalisés dans les communes, malgré le contexte difficile qu'on connaît, et qu'on connaît en particulier ces dernières semaines avec le renchérissement des matières premières. Je vous ferai d'ailleurs un rapport régulier sur les conséquences sur nos marchés des augmentations de matières premières, et notamment dans le domaine du bois, parce qu'on a une pression tout à fait particulière, charpente, etc. Tout ce qui est périphérique au bois. Bon, je vous avais évoqué lors de notre dernière session, les difficultés liées aux pénuries de latex, notamment pour les couches de roulement. Mais ces pénuries sont maintenant un peu levées, enfin en tout cas levées. Le marché de peinture pour la sécurité routière, peinture routière, reste tendu, difficile. On note un allongement aussi pour les marchés sur les pneus des tracteurs, des pneus de poids lourds. Sur la fibre, il n'y a rien d'alarmant pour l'instant, mais on constate des délais plus longs d'approvisionnement en poteaux. On constate une tension sur les poteaux et en fourreaux de polyéthylène. Bon, évidemment, le renchérissement de manière générale des coûts des matières premières et la difficulté d'approvisionnement dans certains métiers du bâtiment influe sur le niveau des prix et sur le délai de réalisation des marchés. On commence à le voir sur les marchés d'appel d'offres. Quelques titulaires de marché ont été en difficulté pour réaliser les travaux prévus. Donc, évidemment, au cas par cas, on examine ça. Il est hors de question de pénaliser les entreprises qui seraient confrontées à des difficultés liées à leur approvisionnement. Naturellement, on travaille en étroite collaboration avec les organisations professionnelles pour faire face à cette situation. Solidarité, vous le savez, il y a des départements, notamment d'outre-mer, qui sont particulièrement exposés aux variants en ce moment. On verra les conditions, dans quelles conditions nous pourrons les aider au niveau des départements de France et au niveau de notre département. Mais là aussi, je veux redire que la vaccination et le respect des gestes barrières sont les bonnes réponses face à cette pandémie. Je veux remercier aussi, et je ne vais pas être beaucoup plus long, nos sapeurs-pompiers qui ont répondu présents au colonel, monsieur le président Poulot, qui ont répondu présents aux appels à la solidarité. L'un d'entre eux, d'ailleurs, s'est rendu en Guadeloupe. Nos pompiers ont été également très mobilisés, vous le savez, pour apporter leur aide dans le Var, face aux incendies dévastateurs dans le massif des Morts. Je veux les en remercier. Il y en a 8 d'ailleurs, je crois, du SDIS qui sont partis, qui sont basés à Saint-Raphaël. Incendie majeur, inondation à répétition, Var, Est, etc. Tout cela illustre malheureusement les conséquences du changement climatique. Je le redis, le département, à la place qui est la sienne, poursuivra son action au quotidien pour faire face à ce changement climatique. Je veux aussi dire un mot sur la situation dramatique en Afghanistan. Les images de l'aéroport de Kaboul sont insoutenables.
tragédie humaine s'est encore accentuée avec les attentats terroristes l'attentat terroriste de ces derniers jours. Ça a accentué la violence de ces images et de ces réalités de vie. Des milliers d'Afghanes et d'Afghans veulent fuir. Ils savent trop bien ce que représente la dictature des talibans. C'est une tragédie humaine. Pour ce qui nous concerne, le département, nous assumerons, comme d'autres collectivités l'ont dit d'ailleurs, toutes nos responsabilités dans les domaines de compétences qui sont les nôtres. On nous avait annoncé l'arrivée d'une 50aine d'Afghans, vous le savez. Puis la suspension du pont aérien a conduit à revoir cette disposition et cette arrivée. Donc je voulais simplement vous dire que nous avons déjà été mobilisés sur une famille qui a été accueillie avec 2 jeunes adolescentes de 13 et 16 ans et qui ont bénéficié de notre accompagnement. Nous ferons face, comme nous l'avons toujours fait, avec humanité et responsabilité, face à ces drames humains. Pour terminer, nous aurons examiné le rapport de la Chambre régionale des comptes. Il porte sur l'examen de nos comptes de 2013 à 2019, c'est-à-dire sur 3,5 milliards de budget cumulé. C'est un rapport qui comporte seulement 10 recommandations, 10, pas une de plus, ce qui est peu. Une recommandation sur les ressources humaines, 3 recommandations sur la gestion budgétaire et 6 qui portent sur la protection de l'enfance, puisque vous le savez, à la demande de la Cour des comptes, les chambres régionales étaient appelées à avoir un focus particulier sur la situation. Bon. Pratiquement, je remercie les services puisque toutes ces recommandations ont déjà été engagées. J'aurai, conformément à la loi, dans un an, à répondre sur les conditions d'application de ces recommandations. Je vous dis, ça ne sera pas difficile parce qu'elles sont déjà toutes en œuvre et que ce regard est important de la Cour, de la Chambre. Mais pour ce qui est essentiel, c'est-à-dire savoir la situation financière, les perspectives budgétaires, qu'est-ce que la CRC, la Chambre régionale, note d'abord qu'on a su préserver les grands équilibres budgétaires dans un contexte, vous vous en rappelez, où la progression des dépenses sociales était soutenue et où l'État a diminué de 28 millions d'euros par an ses dotations au département, à l'initiative de l'ancien président de la République, M. Hollande. Les charges de personnel, les frais financiers et les charges à caractère général, note la Cour, ont été maîtrisées. La Chambre note aussi que le département s'est désendetté. Et puis, je rappelle qu'entre 2013 et 2019, il y a eu 756 millions d'euros d'investissement du département. 756 millions d'euros d'investissement. C'est une somme gigantesque qui montre bien que nous sommes devenus le premier acteur aux côtés des territoires et des communes. La Chambre régionale note que notre politique d'investissement est soutenable. La gestion active de la dette, dit-elle, a eu des résultats positifs. Voilà ce que je retiens pour le passé. Pour l'avenir, la Chambre régionale des comptes parle d'un contexte particulièrement sensible. Impact de la pandémie de la Covid, évidemment. Réforme de la fiscalité locale, on l'a suffisamment dénoncé sur tous les bancs de cette Assemblée pour ne pas le constater avec la Chambre. Un rythme incertain des évolutions des dépenses sociales, évidemment, c'est lié à la crise que nous traversons et ses conséquences sociales. Elle note également un investissement lourd du département en matière d'aménagement du numérique. Ça aussi, ce n'est pas une surprise pour nous. Eh bien sûr, je fais mien ces constats et ces préoccupations. La Chambre indique que nous avons une politique ambitieuse d'investissement qu'il faudra prioriser. Oui, nous devons prioriser, incontestablement. Nous le faisons déjà et nous le ferons. Mais pour autant, je le dis aussi publiquement, prioriser, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas renoncer à nos investissements qui constituent nos choix politiques, l'engagement de juste droit en matière de prestations sociales, une politique d'investissement soutenue auprès des communes et des intercommunalités, un engagement fort dans les stratégies du futur, eau, climat, alimentation, biodiversité, et toujours la recherche de l'efficience de notre gestion en maintenant notre présence territoriale. Et je vais le rappeler ici, je sais que c'est un sentiment partagé par d'autres parce que j'ai relu ce qui s'était écrit ces derniers mois. Je veux le rappeler simplement ici, la Chambre régionale des comptes contrôle, l'élu décide. La Chambre régionale contrôle, l'élu
décide. Pour terminer, il y a eu un sujet polémique, et je souhaite qu'on s'en éloigne cet été, c'est le parking Trémouille. Bon, je souhaite, je le dis, devant l'ensemble de l'Assemblée départementale, qu'on trouve une solution qui respecte les intérêts du département, j'ajoute ceux aussi de la métropole, et qui réponde aux inquiétudes et aux attentes légitimes des usagers. Ça ne peut pas être plus conciliant que ça. Le DGS du département, j'en avais pris un engagement public, a rencontré, comme je l'ai souhaité, le DGS de la métropole. Je souhaite donc une solution équitable. Je pense que le bon sens nous permettra d'y parvenir, Madame Kunders. Et si nous ne trouvons pas de solution, eh bien on utilisera tous les moyens que le droit autorise pour rendre ce parking accessible aux abonnés et accessible aux activités du centre-ville. Bon, voilà, je souhaite une solution, on va la trouver, et je la souhaite équitable vis-à-vis du département comme vis-à-vis de la métropole. Je suis même prêt d'ailleurs à regarder les conditions d'un vrai déficit. S'il y a un déficit qui est constaté, ben nous regarderons comment on peut, département et ville, métropole, prendre une partie en charge de ce déficit pour rendre le parking accessible. Mais après ça, on ne peut pas passer de 350 000 de location à 21 000. Et puis, c'est pas possible. Voilà. Donc, on va regarder tout ça tranquillement. Dès qu'on aura tous les chiffres, vous en rendez compte. Mais mon objectif, c'est bien de trouver une solution dans l'intérêt des usagers, du parking et des habitants de Dijon et de la Côte d'Or. Et de la métropole. Sur